Effectivement, oui, pardon, voilà. Il y a le recording. Voilà, merci beaucoup pour l'enregistrement, Victoria. Euh, donc effectivement, le thème de la transition écologique est tout à fait majeur. Alors c'est vrai que c'est intéressant parce que Territoire zéro chômeur, c'est d'abord une expérimentation qui vise bon, le chômage de longue durée, qui donc est sur un registre, on va dire, essentiellement social. Et puis en réalité, on s'aperçoit que, évidemment, ça dit des choses du point de vue de la transition écologique également. C'est-à-dire que ça s'inscrit au fond dans ce qu'on appelle une transition juste, c'est-à-dire une transition écologique qui soit eh bien, à la fois qui comprennent en elle-même la justice sociale, ce qui est tout à fait fondamental. D'ailleurs, quand on parle de transition écologique, souvent, il y a des enjeux autour de l'emploi. On pense notamment à des fermetures d'activités qui pourraient évidemment avoir des incidences, y compris sur le chômage. Donc la question de la garantie d'emploi, vous voyez, ça va bien au-delà d'une expérimentation qui concernerait au fond une sorte de champ étendu de l'IAE, de l'insertion par l'activité économique. On va bien au-delà de ça. On va vraiment sur un sujet de société majeur qui est celui de la bifurcation de nos modèles de société et comment cette garantie d'emploi peut effectivement accompagner au fond la transition écologique. C'est aussi ça, quelque part, peut-être qu'il y a en creux dans cette question sous-jacente. Alors, c'est un point tout à fait fondamental parce que au niveau européen notamment, il y a la perspective, puisqu'il va y avoir des élections européennes bientôt, il va y avoir la perspective du Green New, il y a la perspective du Green New Deal, donc le pacte vert au niveau européen avec des financements importants qui sont dédiés à la transition écologique et énergétique. Mais à côté de ça, il y a des projets, notamment, et on l'a vu lors d'une l'université de rentrée de Territoire zéro chômeur, des projets de diffusion, d'expérimentation de la garantie d'emploi au niveau européen qui sont portés par Nicolas Schmit, donc le commissaire européen en charge de ces sujets. Donc vous voyez bien que ces sujets débordent la simple, si vous voulez, au départ de Territoire zéro chômeur, il y a une utopie, il y a une expérimentation, il y a une mobilisation militante. Maintenant, on est dans des dynamiques d'institutionnalisation et puis véritablement avec un véritable projet en réalité de transformation écologique et sociale de nos sociétés. C'est un petit peu ça qu'il y a en creux en réalité derrière, vous voyez, l'opérationnalité très concrète, parce que bon, il y a les bricoleurs, ceux qui font réellement sur le terrain et sans qui en fait ça n'a pas d'existence réelle, ça n'est que des plans, ça ne sont que des plans de technocrates, si vous voulez. Mais il faut se dire qu'on relie vraiment les deux niveaux, le local quelque part, cette expérimentation locale, toutes ces initiatives que vous pouvez prendre, et puis en même temps, le niveau global, c'est-à-dire cette perspective d'une autre société. Je crois qu'on est vraiment à la tension entre ces deux éléments, et je crois que ce webinaire, quelque part, dit cela, en posant la question de la transition écologique. C'est pas juste comment on écologise sur les territoires zéro chômeur, c'est pas tant le sujet. D'ailleurs, quand on regarde les travaux, par exemple, de Pavlina Tcherneva, qui est la personne aujourd'hui qui pense beaucoup ces sujets de garantie d'emploi, elle montre bien que la garantie d'emploi et la transition écologique sont intimement liées. Elle montre bien que les activités qui sont développées, et c'est vrai pour Territoire zéro chômeur, sont beaucoup soit dans le domaine, soit ont une utilité sociale, soit une fonction, on va dire, en matière de transition écologique, soit elle va jusqu'à la création de petites infrastructures notamment. Mais en tout cas, on est bien dans cette transition écologique et sociale. Voilà. Donc c'est un petit peu ça qui est l'enjeu, me semble-t-il. Et je pense que c'est très important, du coup, au-delà de ces grandes déclarations, de ces grandes orientations, de ces grandes intentions qui sont au cœur du projet, de voir comment ça se manifeste au concret, et y compris les tensions que ça peut générer, parce qu'évidemment, vous savez, à la course à la vertu, personne n'est jamais gagnant. C'est-à-dire, il n'y a jamais personne qui est totalement vertueux. Ça n'existe pas. Donc, mais bon, on peut se dire quand même que dans les projets de territoire zéro chômeur, par la nature même des activités qui sont développées, en réalité, des activités qui relèvent d'un développement tout à fait soutenable, qui respectent les limites planétaires, évidemment. On n'est pas dans des gros projets, je veux dire, vous voyez, vous n'êtes pas en train d'implanter des data centers, quoi. Enfin, vous voyez, c'est pas tout à fait ça. Donc, ou je sais pas, ou de faire de l'extraction pétrolière, ou de ressources minières. Bon, donc, a priori, vous n'êtes pas non plus dans les grandes chaînes de logistique mondiales. Bon, donc là, a priori, vous voyez, on peut quand même en déduire que vous êtes dans un mode de développement tout à fait soutenable, à vrai dire. Donc je pense que ce sont des éléments tout à fait intéressants à observer pour justement arriver à penser aussi ce passage à l'échelle de l'expérimentation qui a vocation à ne plus être une expérimentation. Voilà. Donc je crois que c'est pour ça que ce webinaire est très important et de bien rentrer dans ce référentiel des politiques publiques qui aujourd'hui s'oriente en faveur de la transition écologique. Voilà ce que je pouvais dire en guise de mots introductifs et surtout vous remercier voilà, pour votre participation et puis en appeler évidemment à un maximum d'échanges parce que ça nourrit évidemment nos réflexions. Merci beaucoup.
Alors, merci Timothée. Donc, ça permet de décommencer donc avec la participation de territoire. Sylvain, Marie-Laure, je vois pas. Ouais. Alors, je vous laisse vous présenter. On peut commencer puis par Marie-Laure, peut-être Sylvain par la suite et le Samuel. Ça y est, je vois. Voilà, comme le troisième territoire. Alors, je vais commencer. Donc, Marie-Laure Brunet, je suis la directrice de l'EBE 58, entreprise à but d'emploi du territoire des Bertranges, dans la Nièvre. Première expérimentation, donc à ce jour, nous avons 100 salariés, 92 ETP, et nous travaillons depuis déjà un certain nombre d'années sur, effectivement, réflexion sur la transition sociale écologique qu'on appelle socio-écologique chez nous. Donc, alors tant en réflexion sur un certain nombre de considérations dont on va peut-être parler tout à l'heure, et aussi en termes d'activité, puisqu'on a développé beaucoup d'activités en lien avec la transition. Voilà. Merci Marie-Laure. Sylvain. Bonjour, donc Sylvain Chollet, je suis le coordinateur du comité local pour l'emploi du Trièves. Le Trièves, c'est un territoire, c'est une EPCI de 10 000 habitants qui est situé dans le sud Isère, à une cinquantaine de kilomètres de l'agglomération de Grenoble. Le territoire du Trièves a été habilité il y a maintenant une année par le fonds. Et voilà, cette question de la transition écologique est même arrivée en parallèle ou même peut-être avant le projet Territoire zéro chômeur chez nous, puisque c'est vraiment, il y a des velléités très très fortes de la population à aller sur ces questions-là. Donc, du coup, ça s'est imposé aussi dans le projet. On pourra en reparler tout à l'heure. Merci Sylvain. Samuel. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Samuel Truscott. Je suis le directeur de l'entreprise à but d'emploi L'Abeille Verte à Lodève. C'est une entreprise qui a démarré le 1er septembre 2022. Nous sommes 156 salariés et c'est vrai que nous sommes positionnés dès le départ parce que autour du thème de tout ce qui est transition écologique, parce que ça permettait de regrouper toutes les activités un peu éclectiques de l'entreprise sous un même chapeau, et puis ça répondait surtout un, à un sens qui avait été porté par le collectif de citoyens qui avait porté le projet au début, et ça répondait aussi et surtout à un sens recherché en santé par les citoyens de la ville. Voilà. Donc on en parlera un peu plus tout à l'heure. Eh bien, très bien. Merci à tous les trois d'avoir accepté la proposition à participer de ce webinaire. Et donc, pour faire un peu les liens avec l'introduction des Timothées, l'idée était justement de commencer par aborder les sujets d'un point de vue de la politique publique. Alors, comment ça se passe sur vos territoires? D'une certaine manière, vous avez un peu évoqué comment la transition écologique est arrivée je ne sais pas si on peut dire sur le territoire ou avec le projet ou avant le projet. Enfin, voilà. Donc, comment cette question de la transition écologique s'aborde chez vous et quel lien donc entre le projet de territoire sur le chômeur de longue durée et peut-être la politique publique existante ou pas en matière de transition écologique. Qui veut prendre la parole en premier? Allez, peut-être pour commencer. Dans le Trièves, on a au niveau de la politique publique un contrat de transition écologique qui a été réalisé il y a quelques années maintenant, en 2018, même peut-être un peu avant, entre l'agglomération de Grenoble et le territoire du Trièves, qui lui est donc un territoire complètement rural, situé en montagne. Et donc, ça a été une volonté politique au-delà même de notre territoire, initialement, et qui a été derrière aussi traduite par le contrat de réciprocité entre les deux parties. Alors après, loin des bonnes intentions, il y a la traduction sur le terrain. Elle a été
Elle ne s'est pas encore beaucoup traduite par beaucoup de choses pour le moment. On espère que sur le volet transition écologique, il va y avoir vraiment quelque chose de fort et les choses s'engagent quand même au sein même de notre territoire, puisque le Trièves s'est doté d'une stratégie de transition écologique qui a démarré l'année dernière et qui a inclus l'ensemble de la population. Donc, on a aujourd'hui sur notre PCI une stratégie de développement de la transition écologique et qui va être déployée au sein même des entreprises, des associations, des habitants qui en sont partenaires et des institutions également. Voilà, donc ça c'est pour le côté vraiment politique public. Pour ce qui est de l'aspect du projet territoire zéro chômeur en lui-même, donc quand il est arrivé sur le devant aussi, eh bien, pour nous ça a été un projet avant tout de territoire, mais avant tout un projet par et avec les personnes privées durablement d'emploi. Et ces personnes-là sont particulièrement, en tout cas celles qui se sont portées volontaires pour la démarche, elles sont particulièrement portées par cette préoccupation de la transition écologique, à la fois pour elles-mêmes et puis même dans la vie en général. Et du coup, c'était impossible de faire sans cette volonté de travailler sur la transition écologique. Voilà. Donc, on a vraiment intégré au sein même des activités et de la réflexion cette notion-là chez nous. Merci, Sylvain. Je vais peut-être continuer. Alors, pour ce qui concerne Prémery, c'est un petit peu différent. On est un territoire rural, mais un ancien bourg industriel, dont la dernière usine qui était dédiée à la chimie du bois a été fermée en 2002. Donc, avec une grosse casse au niveau des gens qui y travaillaient. Et en même temps, un des endroits les plus pollués qu'il y avait à l'époque de la Nièvre, donc avec une problématique majeure d'image et de qualité de vie. Et donc, il y a un élu, enfin un élu et son équipe, qui ont dit on inverse la vapeur. Donc, ils sont rentrés dans la démarche TEPOS et TEPCV, donc en lien effectivement avec la question de l'écologie. Et c'est leur travail, leurs analyses qui ont amené à l'idée que effectivement, comment est-ce qu'on renversait la table? Donc effectivement, mettre en place des entreprises de revalorisation des métaux, de biocarburants, etc., c'était bien, mais qu'il y avait aussi la question sociale à traiter et que de ce fait, quand ils ont eu connaissance, on va dire ça comme ça, de l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée, enfin déjà c'était le projet à l'époque, on s'est dit, voilà, ça correspond parfaitement aux valeurs portées. Et de fait, petit à petit, ça s'est construit comme ça, avec cette idée d'élus sur le territoire. Et après, effectivement, il y a eu la mise en place de la démarche avec la rencontre des personnes privées d'emploi qui sont partie prenante, enfin qui ont été et qui sont toujours d'ailleurs partie prenante du développement d'activités, de c'est quoi les besoins, c'est parce qu'ils sont aussi des habitants et que tout ça a permis effectivement de développer vraiment des activités en lien avec l'écologie, la transition écologique, parce que ils ont aussi des expériences en lien avec ça. C'est comment est-ce qu'on est quelqu'un qui fait attention à ce qu'il consomme parce que j'ai pas le choix, voilà. Comment je m'arrange pour limiter mes coûts, pour faire mes légumes parce que ben voilà, enfin tout ça, ces expériences de vie quotidienne, elles ont un sens quand on commence à parler d'activités de transition. Et c'est des savoir-faire effectivement qui sont mis en lumière et en œuvre dans le BE. Oui, bonjour, je vais peut-être dire quelques mots, je vais continuer sur ça. Moi, j'ai l'impression que ces termes-là, ou ce positionnement,
en fait, c'est ce qui a permis une accélération et un alignement du soutien politique derrière ce projet. Parce qu'il y avait déjà un soutien politique derrière le projet, parce que c'était autour de l'emploi, mais c'était l'emploi, mais c'était territoire zéro chômeur, c'était un concept qui était quand même toujours assez difficile à comprendre au début, mais quand on a aligné emploi plus transition écologique, là, on a vraiment senti qu'il y avait un alignement non seulement au niveau municipal, mais au niveau de la communauté des communes, au niveau du département. Et en fait, parce que ça répondait à un vrai, voilà, c'est le souci du moment. Donc, en fait, ça répondait à un besoin politique et, et ça a permis aux politiques de s'engager derrière ce projet. Voilà. Euh, Après, pour dire peut-être que nous, on s'est vraiment appuyé sur des associations existantes de la ville qui étaient soutenues déjà par la ville. Donc, une association qui s'appelait le Recyclage L'Eau des Voies qui était soutenue par la ville sur tout ce qui est. Voilà, c'était une ressourcerie généraliste. Euh, une association Terre en Partage qui faisait de l'éducation au compost et à la gestion des composteurs de la ville, dont Léo est ici présent. Peut-être je peux dire bonjour, qui s'occupe de la composterie au sein de l'entreprise. Euh, et donc, c'était aussi une association qui était soutenue par la ville et dont on a repris les services et surtout l'entretien des composteurs de la ville et le développement de nouveaux composteurs. Et encore une autre association qui était soutenue par la ville pour tout ce qui était service aux habitants, on va dire. Voilà. Donc ça, c'était au niveau politique. Voilà. On s'est quand même inséré dans le tissu local et on a répondu à un besoin aussi de la ville, mais aussi du département. Peut-être que Léo va rajouter quelque chose. Oui, bonjour à tous. Un gros point positif, c'est que la communauté de communes a répondu à un appel à projet de l'ADEME et de la région pour développer le tri à la source des biodéchets, donc qui rentre en application à partir de janvier 2024. Et donc, on a pu participer à l'écriture de cet appel à projet en partenariat avec la collectivité pour on va dire, être en soutien sur toutes les actions de sensibilisation, de formation de la population, mais aussi on va s'occuper de faire le suivi des composteurs qui sont installés. Il y a pour projet d'installer 50 nouveaux composteurs qu'on fabriquerait en interne et qu'on pourrait installer sur le territoire. Et donc, du coup, faire le suivi de tous ces sites. Donc voilà, beaucoup de temps que la communauté de communes ne pouvait pas, n'avait pas les ressources en personnel. Et on a pu, du coup, développer un partenariat pour nous avoir la partie, on va dire, vraiment sur le terrain de gestion et de sensibilisation. Donc, ça se complète très bien. Je pense qu'on a été soutenu aussi parce qu'il y avait une volonté politique très forte de réduire les déchets sur le territoire, parce que notre centre d'enfouissement, qui est juste à côté, arrive à saturation et que là, les politiques ont une vraie pression pour réduire la quantité de déchets qui partent à l'enfouissement. Ce qui veut dire d'une certaine manière que, vous me corrigez si mon interprétation n'est pas correcte, hein, mais d'une certaine manière, on voit cet outil d'expérimentation territoire sans chômeur de longue durée comme une opportunité, voire comme un accélérateur de politique publique, en tout cas en matière de transition écologique. Et je pense que pour rebondir un peu sur ce que vous venez de dire, on sent qu'il y a OK, on aligne les deux objectifs, c'est important, l'un va avec l'autre. Maintenant, comment est-ce qu'on fait? Parce que c'est bien de dire oui, la transition écologique, on va la développer, on va créer des emplois. Je pense qu'il y a une difficulté déjà assez importante dans la mise en place du projet en lui-même. Et comment concilier cette question de l'opérationnalité et le développement des activités. Alors peut-être orienté sur il y a un soutien politique. Alors, est-ce que ça se décline comment sur vos territoires? Est-ce qu'il y a un soutien d'un point de vue technique, un accompagnement opérationnel pour pouvoir faire le nécessaire pour bien installer l'activité, la préfigurer, etc. Enfin, la travailler avec les personnes, bien évidemment. Comment ça s'est passé pour vous
dans le concret, dans les différentes activités que vous avez, parce que vous êtes quand même 3 territoires différents avec des activités aussi différentes et un volume d'activités de transition écologique aussi importante. Donc, comment vous conciliez cette question de création d'emplois, les partenariats nécessaires et les soutiens pour pouvoir développer ces activités? Donc, qui voudrait réagir? Marie-Laure, peut-être? Alors, soutien opérationnel dans le faire de la collectivité, peut-être pas complètement. Je n'irai pas jusque-là. Donc, alors effectivement, il y a, je disais tout à l'heure, l'expérience des gens par ce qu'ils font déjà à titre personnel, heu, ouvre des champs d'activité possibles, clairement. Enfin, chez nous, en tout cas, ça s'est passé comme ça. Heu, des gens qui réparent leur vélo parce qu'ils ont qu'un vélo pour se déplacer. Il y a des gens qui réparent leurs électroménagers parce qu'ils ont que de l'électroménager. Il y en a qui font des choses, le maraîchage parce qu'ils font enfin bon voilà, toutes ces choses-là. Le bois, par exemple, on a une activité de bois donc ils n'avaient pas forcément tous le permis de tronçonneuse, voire même aucun ne l'avait, mais bon, beaucoup faisaient des affouages pour ceux qui sont au bois. Enfin, ils faisaient leur bois. Enfin voilà, donc c'est tout ça, ces savoir-faire qui effectivement ont trouvé, un écho et ont pu être mis en œuvre, dans les activités de l'entreprise. Après, la question des partenariats, je crois que chez nous, en tout cas, elle s'est faite au fil de l'eau. C'est-à-dire, en fonction de ce qu'on développait, en fonction de l'ancrage finalement qu'on a eu, petit à petit qui s'est développé sur le territoire, a fait qu'aussi d'autres partenaires sont venus. On est en train de travailler, par exemple sur le réemploi des matériaux du bâtiment. Et ben, c'est parce qu'on a rencontré un entrepreneur qui, je pense, était sensible et puis qui derrière ça lui coûte un petit peu moins cher aussi, il faut quand même pas se le cacher. Nous a dit: «Bon OK, moi je change les fenêtres, beaucoup de fenêtres à tel endroit. Est-ce que, ça vous intéresse de les récupérer?» Donc auquel cas, ben oui, bien sûr. Ça peut être intéressant et de fait, on a mis en place et donc on lui a fait une prestation de démontage, hein, très clairement, et puis d'évacuation plutôt d'ailleurs et puis les fenêtres sont en vente chez nous après avoir été, revues et sachant que c'était des fenêtres qui avaient, 10 ans, double vitrage PVC, enfin tout ce qui va bien et enfin c'était un gâchis, assez énorme donc les partenariats se nouent petit à petit, effectivement avec des entreprises, hem peut-être plus et en tout cas, enfin je n'ai pas souvenir en tout cas que, on ait vraiment développé des activités en lien avec les collectivités locales proches. Par contre, on a travaillé beaucoup avec la DREAL de Bourgogne-Franche-Comté, qui nous a accompagnés dans la mise en place de projets enfin on a choisi un projet particulier pour travailler avec eux, d'économie circulaire, parce qu'il s'agissait de remettre en état du matériel informatique pour des personnes qui ont peu de moyens et de fait, ils nous ont accompagnés, ils ont fait des liens avec aussi des acteurs et pour le coup là, un de nos sa enfin 2 de nos salariés ont été formés par, un quelqu'un du département de la Nièvre, enfin du conseil départemental qui avait une des compétences particulières, heu, en off d'ailleurs, enfin c'était pas dans sa mission de salarié du conseil départemental, mais en tout cas, il nous a permis, effectivement de développer cette activité-là et tout ça avait été piloté par l'Adréal. Donc, hem, je ne sais pas si c'est pas forcément chez nous, en tout cas, les collectivités les plus proches, mais, en tout cas, il y a quand même quelque chose qui est, et qui, nous a permis d'avancer et qui nous permet encore d'avancer. Samuel? Merci. Peut-être je vais rajouter, oui, j'appuie le fait, ce que Marie-Laure dit sur le fait que l'appui technique, non. Il n'y en a pas eu beaucoup d'aide à ce niveau-là. Je pense que les partenariats se sont noués avec bon, la communauté des communes et la ville sur des aspects très pratiques de gestion des déchets, par exemple, de soutien de la ville à notre ressourcerie pour, pareil, réduire les déchets.
d'un partenariat avec le syndicat mixte, syndicat Centre-Héros, qui gère les déchets sur le territoire, sur aussi de trouver des moyens de réduire les déchets sur le territoire. Donc voilà, c'est situé surtout à ce niveau-là. On a répondu à plusieurs appels à projets ensemble avec la Comcom sur, par exemple, ce que Léo disait sur l'éducation au tri et la gestion des composteurs sur la ville. Et après, je pense que la ville nous offre certaines facilités. Par exemple, dans notre pôle agricole qui fait du maraîchage, de l'arboriculture, on a eu des facilités de pouvoir accéder à un terrain maraîcher. La ville nous a appuyés de cette manière-là. Et puis, la ville nous appuie aussi sur tout ce qui est service aux habitants. Par exemple, un service d'écomobilité, de petits transports d'utilité sociale dans la ville. Et ça répondait aussi à un besoin de la ville pour des personnes qui n'avaient pas de moyens de se déplacer et la ville ne pouvait pas mettre un service de bus sur un si petit territoire. Donc, en fait, voilà. C'est aussi voir un peu comment pouvoir répondre d'une manière à des problématiques où on va être gagnant-gagnant entre la collectivité et nous, quoi. Sylvain. Alors, je dirais que sur un territoire comme le Trièves, où on a à peu près 50 idées à la minute qui sont proposées, comme certainement partout ailleurs, mais en tout cas qui remontent des habitants ou via les associations parfois, et qui remontent jusqu'aux collectivités, il faut s'organiser déjà à cet endroit-là. C'est pourquoi la collectivité, elle a décidé de mettre en place la stratégie dont je parlais tout à l'heure de transition écologique et qui, depuis, est sur le principe des comités locaux pour l'emploi qui ont inspiré le président de la communauté de communes, qui est aussi le président du CLE chez nous. Il a, il a décidé de mettre en place un comité local de transition écologique, donc sur le même format, qui inclut à la fois des habitants, des associations, l'ensemble de la sphère finalement qu'on retrouve sur le territoire, des entreprises bien évidemment et des élus, se trouvent à l'intérieur de ce comité local de la transition écologique. Et en réalité, ça, c'est un outil qui a été utilisé, qui permet de canaliser les informations, les idées nouvelles du territoire. Et ce qu'on se rend compte bien souvent, c'est que finalement, on souhaite orienter, en tout cas, les solutions qui émergent. Bien souvent, les regards sont tournés vers le BE qui s'appelle PEPS Trièves chez nous, en se disant, mais vous allez pouvoir régler ces problématiques-là, vous allez pouvoir apporter des solutions. Donc, on en est encore un petit peu aux prémices, c'est-à-dire qu'on n'a pas toujours les réflexes des cofinancements à trouver, de l'organisation. Il faut qu'on l'inclue évidemment dans les notions habituelles d'activité, de supplémentarité d'emploi et autres. Donc, on est encore à l'amorce de tout ça. On a une matière incroyable qu'on doit pouvoir travailler. Voilà, les choses se structurent petit à petit pour permettre, avec ces différentes pierres d'angle, de pouvoir structurer l'ensemble et le faire avancer, quoi. Là, on a parlé justement du rapport là, du coup, avec la collectivité, etc. Mais vous avez quand même mentionné différents types de partenaires. Alors, si on fait un petit focus sur qui sont ces partenaires sur le territoire qui facilitent le développement des activités, tout en tenant compte quand même d'une particularité au sein des activités du projet, le projet veut que on ne peut pas être en concurrence. Et donc, comment ça s'articule entre les partenaires du territoire et la création d'activités, et qui sont ces partenaires pour les activités que vous développez, pour illustrer un peu plus et qu'on voit de quoi on parle dans le concret.
Eh bien, peut-être sur les activités, effectivement, chez nous, ça pousse dans tous les sens. Ça pousse avant tout de la part d'associations qui sont comme Trièvre Transition écologique, comme son nom l'indique, elle est vraiment axée dessus. C'est une association qui existait avant le projet Territoire Zéro Chômeur, avant l'expérimentation, mais qui, à l'intérieur même de l'EBE aujourd'hui, a des personnes qui travaillent là et qui sont aussi bénévoles dans cette association-là. Donc, ça pousse. On voit bien le champ des possibles qui est donné aux EBE de pouvoir œuvrer concrètement à la réalisation de solutions, d'autant plus qu'il y a quand même un côté financier. Alors là, celui-là, il donne souvent envie et il faut faire attention de ne pas tomber dans le panneau aussi, de se dire, ah bah tiens, une EBE, elle est subventionnée, donc on peut mener à pas cher des projets écologiques et sociaux. Je pense qu'il faut qu'on dépasse ce côté financier simplement et aller vraiment sur un besoin et une articulation plus large qu'on peut mener. Nos partenaires, en réalité, ils sont nombreux dans le sens où certaines communes sont très impliquées aussi dans la démarche. On peut retrouver notamment des projets autour de petites villes de demain qui incluent là aussi des données sur la transition écologique et qui apportent des financements. On va retrouver l'ADEME qui nous aide aussi dans certains projets, par exemple un projet d'auto-rénovation qui s'appuie aussi sur les compagnons bâtisseurs. Donc on a là aussi un maillage, une structuration à mettre et dans quelle mesure l'EBE peut participer dans les interstices de ce qui est déjà réalisé par les compagnons bâtisseurs. Et très intéressant aussi, rien que sur ce sujet-là, le fait d'avoir au sein même de l'EBE des salariés qui, il y a peu encore, étaient sans emploi, qui aujourd'hui ont cet emploi CDI, mais qui, pour certains, n'ont pas encore les finances qui sont où c'est simple de rejoindre les deux bouts. Et quand vous avez une vieille maison dans laquelle vous habitez et qui est une vraie passoire thermique, eh bien, il y a des choses à faire. Mais quand on n'a pas de sous, c'est compliqué. Et donc, c'est là que ça prend tout son sens. C'est-à-dire que ces personnes-là, qui sont des salariés aujourd'hui, sont aussi actrices de la mise en place d'un système qui permettra de sortir de ces passoires thermiques et d'avancer vraiment sur la transition écologique. On retrouve aussi ce même travail-là sur la mise en place de panneaux solaires de récupération qui ont été déjà démontés, qui ont déjà eu une première vie et qui, là, doivent être nettoyés, réparés pour certains et replacés sur des nouveaux toits. Là également, on est accompagné par une association locale qui s'occupe des panneaux solaires, etc. Voilà. Et il y en a d'autres, hein, l'ARS, pour pas les citer, qui nous permettent de développer un projet autour de l'alimentation et qui inclut là aussi des communes, des associations, des établissements, enfin des collectivités, des établissements scolaires, etc. Voilà, donc on a vraiment un maillage un peu grossier encore qui mérite d'être retravaillé par la suite. Mais pour brosser assez rapidement l'ensemble des choses, aujourd'hui, on en est là. Alors, je peux prendre la suite. Pour le coup, les partenaires chez nous, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils sont venus, ça s'est fait petit à petit. Donc, je dirais que on a vraiment plusieurs types en fonction des activités, effectivement. Vous avez déjà tous les gens qui donnent, parce que c'est des habitants et on a une ressourcerie qui généralise, qui est quand même assez importante et qui donc a été rendue possible par le don des gens et des entreprises aussi qui sont aussi des donateurs, on va dire ça comme ça. Mais dans les entreprises, il y a aussi un certain nombre avec qui on travaille enfin, on rentre dans leurs activités, qui nous font faire des choses, hein. Je parlais tout à l'heure des fenêtres, mais il y en a d'autres. On travaille également avec le bailleur social du territoire. Et là, on a travaillé sur un aspect, sur l'aspect de l'alimentation, puisqu'on a mis en place des jardins partagés qu'on anime. C'est un peu spécifique, puisqu'il y a des parcelles témoins et sur effectivement tout ce qui est lié au compostage. Enfin bon, il y a un projet aussi de poulailler mobile, voilà, enfin bon, des choses comme ça et qui effectivement sont à destination des habitants, mais qui permettent aussi de répondre à une problématique de lien social dans les même s'il y a pas on peut pas appeler ça des bars HLM quand même, après Emery, ce serait un peu beaucoup. Mais en tout cas, il y a quand même cette notion-là.
Et de ce fait, donc, il y a le bailleur social, mais on travaille aussi avec le centre social, qui est un acteur majeur de notre territoire sur l'alimentation, hein, puisque ça fait partie de leur projet social de façon très importante. Et puis, enfin, je suis sûre que j'en oublie plein, bien évidemment. Et donc, au niveau des financements, on a été accompagné par la région Bourgogne-Franche-Comté, puisqu'on on est en train de rénover un bâtiment, notre bâtiment principal, et on va l'isoler avec de la paille. Donc, ça, c'est des choses, voilà, c'est des partenariats avec la région au niveau financement, mais au niveau aussi des départements et un petit peu de l'EPCI. Mais en tout cas, les partenaires, ils sont pas forcément, ils sont institutionnels, mais avant tout, et je crois que ça c'est quelque chose d'important enfin, à souligner, c'est avant tout des gens, parce qu'effectivement, s'il y a eu des partenariats qui se sont noués, c'est parce qu'il y avait des gens qui étaient convaincus, on va dire, de l'utilité de la transition écologique et en même temps qu'elle soit couplée, cette transition, que l'on ne pouvait pas faire, comme disait Timothée tout à l'heure, sans le volet social. C'est pour ça que c'est la transition socio-écologique pour nous, parce que l'un ne va pas sans l'autre. En effet. Samuel? Oui, je peux parler. Léo, est-ce que toi, tu veux dire quelques mots des différents partenaires du pôle service? Te manque le son. C'est bon, ça y est. Du coup, les différents partenaires au sein du pôle service, ça va être essentiellement la mairie et la collectivité. Après, sur l'équipe qui travaille sur le compostage, donc la sensibilisation et le suivi technique des sites de compostage collectif à l'EDEV, on travaille en partenariat avec le réseau, le réseau compost citoyen Occitanie, donc qui est un réseau qui regroupe tous les acteurs, que ce soit des collectivités, des associations, voilà, des professionnels autour du compost. Et donc, ils ont un fonctionnement en partenariat avec l'ADEME pour développer, pareil, sur le territoire de l'Occitanie, du coup, des projets autour du compostage. Et nous, on est prestataire de ce réseau pour travailler sur des missions à l'échelle du coup de l'Occitanie pour se faire développer la sensibilisation autour du compostage. Voilà. Donc c'est aussi un acteur du territoire avec lequel on a pu développer un partenariat intéressant. Et peut-être de rajouter que, en fait, dans notre CLE, on a plusieurs entreprises d'insertion. Donc, on a Croix-Rouge Insertion, on a la Grande Conserve et la Feuille d'Érable. Donc, la Feuille d'Érable, c'est une entreprise d'insertion autour du recyclage matière. On a la Grande Conserve qui est, on va dire, une association sœur, quoi. C'est devenu une entreprise d'insertion, mais c'est sorti de l'association du recyclage Le Desbois, qui était à l'origine de notre ressourcerie, qui fait du recyclage de matériaux bâtiments. Et nous avons Croix-Rouge Insertion, qui est une entreprise d'insertion sur le secteur, et en fait qui a une plateforme de stockage et de distribution alimentaire. Donc en fait, notre production agricole, notre surplus de production agricole, en fait, ils ont la capacité de l'absorber pour le redistribuer sur Montpellier, etc. Donc en fait, se positionner en sous-traitance au service, entre guillemets, des entreprises d'insertion, ça a été une politique et ça commence à porter ses fruits parce que voilà, il y a des partenariats qui se nouent de plus en plus avec eux. J'aimerais parler aussi on fait partie aussi du réseau national des ressourceries. Et en fait, les personnes qui s'occupent du, du pôle recyclage et réemploi, ils sont aussi formateurs au niveau réseau national des ressourceries. Donc en fait, ça aide à créer ces liens, ce tissage voilà, qui croit beaucoup à la force du réseau. Nous faisons aussi partie du PAT, du plan alimentaire territorial.
Et on travaille aussi avec le secours populaire parce que aussi nos surplus alimentaires, en fait, ils nous en prennent quand on a des excédents. Et toutes les cuisines collectives du secteur, dans les lycées, les EHPAD, l'hôpital, la gendarmerie, en fait, à qui on commence à fournir des fruits et légumes, surtout des légumes pour l'instant. Et pour eux, c'est un enjeu aussi qui est assez important parce que ça leur permet d'avoir une part de bio dans leur, euh, dans leur repas. Voilà. Donc au niveau politique, ça aussi, c'est assez intéressant. Voilà, pour donner quelques-uns de nos partenaires, je crois que j'ai... Voilà, parce que sachant que aussi on a une équipe de construction, une équipe travaux, dont Éléonore, ici présente, est la coordinatrice, qui, en fait, qui pour l'instant s'occupe de la rénovation de nos locaux. Et on cherche à diversifier et c'est pour ça que le partenariat avec cette entreprise qui fait de la récupération et du recyclage de matériaux bâtiments, c'est très intéressant pour nous. Et en plus, matériaux de bioconstruction sur le territoire aussi, quoi. Voilà, c'est tous ces maillages-là qu'on essaye de développer. Je voulais rajouter quelque chose par rapport à cette idée de faire de la restauration collective et des partenariats. Effectivement, on a été sollicité très souvent, et on l'est toujours, pour alimenter la restauration collective. Or, et c'est là qu'effectivement, c'est le pendant de ne pas arriver à faire, pour le coup, parce que effectivement, notre activité maraîchage ne peut pas permettre ça. On n'a pas suffisamment enfin, je ne vais pas dire de régularité, en tout cas, c'est pas possible. Et donc, parfois, effectivement, malgré une volonté d'engagement politique sur des choses qui sont assez fondamentales pour les gens, les habitants, et on ne peut pas répondre. Et c'est assez, je pense ils en sont frustrés, peut-être même à se dire, mais c'est qu'ils ne sont pas capables de, enfin, ils ne savent pas faire. Voilà. Et donc, je crois qu'il faut être vigilant, effectivement, aussi aux attentes, effectivement, des collectivités autour de nous, parce que, effectivement, le BE n'est pas forcément la réponse à tout, à toutes les problématiques. Voilà, je voulais juste préciser ça. Donc, on entend que cette question de la transition écologique est un lien, donc politique publique, droit à l'emploi, mais aussi un travail assez rapproché avec des structures de l'ESF, notamment avec l'insertion par l'activité économique, comme c'était l'exemple qui donnait Samuel. Qu'en est-il de ces liens pour Marie-Laure, Sylvain, sur vos territoires? Les liens avec les entreprises de l'insertion par l'activité économique. Alors nous, on a un chantier d'insertion qui intervient sur notre territoire, avec qui on est en lien très proche, puisque effectivement, il est porté par le Centre social, qui est un de nos partenaires majeurs. Et toutes les activités qui sont faites par le chantier, c'est des activités qu'on ne fait pas. Très clairement, on est sollicité, bien évidemment, régulièrement, et on renvoie systématiquement vers eux. Et en même temps, dans l'autre sens, quand ils ont quelqu'un qui est intéressé par une activité qu'on fait en interne, par exemple, au mois de janvier, ils ont une salariée qui arrive en fin de contrat, en fin d'accompagnement, on va dire ça plutôt, qui va rentrer chez nous directement, en CDI à temps plein, parce qu'elle veut faire du maraîchage et que c'est pas du tout voilà, elle n'a pas trouvé autre chose. Et donc, elle rentre chez nous. Voilà. Donc, en tout cas, on est très, très vigilant à la question de la concurrence sur des activités en lien avec l'environnement, peut-être même plus que l'écologie. Parce qu'effectivement, ailleurs, on peut aller autant qu'on veut sur le recyclage, sur le réemploi, parce qu'il n'y a pas grand-chose, contrairement aux deux territoires, aux autres. Après Brie, il n'y a pas beaucoup d'assos sur la transition, donc qui œuvrent dans la transition ou même l'écologie tout court. D'accord. Et pour toi, Sylvain? Bon, alors, on a le droit à un joker.
Pas de joker, bon, d'accord. Euh, alors, nous, on a principalement une structure d'insertion, effectivement, qui œuvre sur sur cette thématique-là, puisqu'elle elle a aujourd'hui une ressourcerie et elle vient d'ouvrir également comment dire, un atelier bois de menuiserie. Et qui en fait cet atelier bois de menuiserie crispe un petit peu, les a un peu crispés, sachant que du côté de l'EBE, il y avait aussi l'envie de travailler sur cette thématique. Donc aujourd'hui, on va dire que tout n'est pas encore totalement décrispé. Voilà, il y a encore un peu de travail pour que chacun trouve sa place. Bien entendu, il y a de la place pour tout le monde, ça moi j'en suis convaincu. Mais ça doit juste faire ses preuves au quotidien et pour pouvoir amener des réponses vraiment au territoire, aux besoins du territoire. Voilà à peu près les liens qu'on a, nous, avec l'IAE sur cette thématique-là. Après, également, les personnes qui travaillent dans l'IAE peuvent, dans certains cas, rejoindre ensuite l'EBE, mais on n'a pas encore réussi à construire la continuité, quand bien même on a un atelier bois qui a pu se développer quand même, qui se développe tranquillement aussi au sein de l'EBE, on n'a pas encore une continuité si évidente que ça. Voilà, mais c'est en phase de construction. Bon, ça rejoint un peu ce qu'il disait Timothée dans son introduction sur la question des tensions existantes, que je crois que ça peut être effectivement sur la question de développement d'activités qui sont des activités qui vont s'avérer utiles pour un territoire sur lequel personne est positionné et on commence à creuser et on finit par créer une activité, etc. Donc effectivement, ça fait partie de ces tensions-là. Ce qui est quand même intéressant parce que ça oblige à repenser en fait la façon comment l'activité va être exécutée, le territoire sur lequel, le périmètre sur lequel ça va agir, etc. Donc justement pour continuer peut-être un peu avec cette question, on a parlé pour l'instant de partenariats qui ont été possibles, le travail qui a pu être développé, les rôles de chacun. Quelles difficultés vous avez rencontrées sur le développement des activités? Je pense que peut-être pour donner un aperçu de quelles sont les activités, sans faire une liste grosso modo à l'après-vert, hein, mais pour qu'on sache en fait de quel type d'activité on parle, de ce que vous développez dans vos entreprises, et puis des difficultés que ça a représenté à un moment donné. Eh bien, allez, je reprends la parole. Hop, j'enchaîne. Parmi les activités, on a quelques activités de production. Et ça, c'était les activités vraiment initiales de l'EBE, à savoir production de lessive à base de cendres de bois, euh, de production d'extraits fermentés de plantes, comme les purins d'ortie, de consoude, etc. Donc, en fait, quand on est sur un territoire qui regorge de ces ressources-là, ça a été la première chose qu'on a utilisée avant de s'attaquer à des déchets issus de la consommation classique. On est plutôt allé sur ces produits plus naturels eux-mêmes, déjà en matière première. Donc, les difficultés qu'il y a pu y avoir, c'est déjà de trouver des locaux et de créer ce lien-là avec les gens pour montrer à la fois l'intérêt du produit, quand bien même ici sur notre territoire, là aussi, les gens sont assez ouverts à ce genre de produit-là. Il a fallu quand même arriver à convaincre un petit peu les gens et rentrer dans le circuit de tu chauffes ta maison, donc tu produis de la cendre, cette cendre, tu n'en fais rien, moi je peux la récupérer et derrière on peut avoir un cercle vertueux par rapport à ça. Donc il y a vraiment une économie qui est intéressante, qui inclut aussi beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de lessive de cendre qui est vendue au collectif d'entraide locale. Donc on est vraiment aussi sur, mais pas que. On arrive aussi à la vendre sur les marchés et on touche une population assez large. Mais voilà, en tout cas, c'est les premières entrées qu'on a pu trouver. On a d'autres activités de type toilette sèche. Alors là, c'était intéressant et c'est pour ça que j'en parle. C'est que il s'agissait pas simplement de produire des toilettes sèches pour les vendre, mais de proposer une prestation complète.
la prestation de la location et jusqu'à récupérer ce qu'on appelle les excréta, je ne connaissais pas ce terme avant, humains, donc les déchets qui arrivent dans ces toilettes sèches, puisque la loi, et là-dessus ça a été la difficulté qu'on a eue, c'est que la loi, elle n'est pas encore clairement établie, elle évolue très régulièrement sur le sujet. Et voilà, donc il y a eu une envie aussi de l'EBE de participer de cette manière-là, donc en produisant des toilettes qui sont démontables, qui peuvent être amenées sur de l'événementiel lors de festivals ou de rencontres de, voilà, de différents types de rencontres et qui mettent en place les toilettes sèches, qui gèrent pendant la période de l'événement l'entretien de ces toilettes sèches et qui repart avec les toilettes sèches démontées et leur contenu pour les extraire et ne pas polluer aussi en local des excrétas. Voilà. Bon, il y a d'autres choses, mais j'en resterai là pour l'instant. Je vous laisse la parole pour la suite. Marie-Laure, Bruno ou Léo, si vous voulez. Peut-être oui, peut-être on va parler de nos activités. Léo, tu veux commencer sur les activités services? Vas-y, hein, je te suis. Bon, mais je vais commencer à parler du recyclage et réemploi parce que c'était vraiment, on va dire, la locomotive de l'EBE. Quand on a commencé, on s'est appuyé sur les activités d'une petite association qui était quand même une association assez emblématique de la ville, qui avait 5-6 salariés, mais qui était limitée, qui pouvait plus se développer, qui était limitée par un modèle économique voilà, qui n'arrivait plus à suivre. Et avec un directeur ou une équipe de direction qui avait toutes sortes d'idées de développement. Et donc le BE, pour eux, ils ont vu le BE comme étant une opportunité de développer toutes leurs idées autour du recyclage et du réemploi. Et donc maintenant, on a un pôle avec à peu près un peu plus de 40 salariés dans ce pôle. Là, on est en train de déménager dans une grande boutique en ville qui est en train d'être terminée. Donc, en fait, on va avoir un atelier ressourcerie qui fait de la réparation électroménager, petit équipement, petit objet, mais aussi vélo et mobilier. Donc voilà, ça c'est des ateliers avec une grande boutique en ville. Ensuite, on a une filière textile avec un atelier qui emploie à peu près une dizaine de personnes autour de tout ce qui est tri textile et réparation et remise en vente de textiles dans une boutique friperie, de type friperie, et en même temps qui fait de la création, et de la création et de la vente de création à partir de textiles recyclés. On a aussi un atelier d'aide technique médicalisée qui a été développé en partenariat avec, en tout cas, qui a été appuyé par le département et Présence Verte. C'était une expérimentation au sein de l'expérimentation pour réparer tout ce qui est fauteuil roulant et tout ce qui est matériel médical, téléphone à grande touche, déambulateurs, etc. Parce que c'est vraiment une filière qui est, en tout cas sur notre département, qui était compliquée, c'est-à-dire là, tout partait à l'enfouissement, il n'y avait aucun débouché. Sur du matériel quasiment neuf souvent. Et donc voilà. Donc là, alors la problématique de cet atelier, c'est difficile à trouver de trouver des débouchés parce que comme le matériel est remboursé sur du neuf par la Sécu, voilà, le modèle économique, il n'est pas encore assis à ce niveau-là. Et ensuite, un atelier qu'on est en train d'ouvrir là, qui devrait ouvrir, voilà, qui a ouvert, mais voilà, on n'a pas encore concrétiser nos partenariats avec des éco-organismes sur tout ce qui est recyclage de fenêtres. Donc là, c'est vraiment du recyclage matière, hein, c'est de la casse de fenêtres pour renvoyer tout ce qui est verre, PVC, alu et bois. Donc voilà, ça, la difficulté pour ces ateliers-là, c'est vraiment d'asseoir le modèle économique et donc de conventionner avec des éco-organismes. Donc là, on attend la fin des négociations avec Valdelia pour ça. Donc voilà, ça c'est recyclage et réemploi, je crois que je n'en ai pas oublié. Et ensuite un pôle agricole
ou alimentaire, et là qui s'appuie surtout sur du maraîchage. Alors, il faut savoir que sur notre territoire, le maraîchage, on est en sous-production agricole. Donc, en fait, on ne vient pas faire concurrence aux maraîchers déjà installés. Et eux, ils vendent on va dire, à prix fort sur les marchés. Alors que les collectivités, il n'y a personne qui fournit les collectivités, les cuisines collectives sur notre territoire. Donc, il n'y a pas de maraîchers locaux. Donc, on a pu se positionner sur ce marché-là. Et on va dire la grande problématique qu'on a avec ce pôle d'activité, c'est que bon, déjà, un pôle agricole ou une production agricole, ça met 2 ans vraiment à complètement arriver, même si la première année, on a quand même une petite production, mais avant que toutes les serres soient construites, qu'on ait toutes les autorisations d'urbanisme, etc., je pense que la pleine production, elle va être la 3e année. Donc voilà, donc là, il y a une période à attendre. Et en plus, comme c'est un pôle qui fait partie de l'EBE. En fait, c'est sous statut associatif. Et du coup, on n'a pas accès à toutes les subventions agricoles parce qu'on n'est pas affilié à la MSA. Donc ça a été une grande difficulté pour nous. On a réfléchi même à créer un établissement secondaire pour séparer l'activité agricole. Parce que même si ce n'est pas obligatoire, même si on n'a pas besoin pour exercer une activité agricole d'être affilié à la MSA, c'est quand même ça, il y a pas mal d'obstacles à pouvoir le faire. Au sein de ce pôle, une activité qu'on essaie de développer, on a fait des tests, ça a été tout ce qui est maraîchage à façon, non, potager à façon, c'est-à-dire on va chez les particuliers, on leur fait leur potager, et ensuite, soit eux, ils l'entretiennent, l'arrosent, soit on fait une prestation complète où nous, on l'entretient, on arrose le potager. Ça dépend du prix et en échange d'un abonnement, soit mensuel, soit en une fois à la mise en place du potager. Ça, c'est tout ce qui est maraîchage à façon, avec un volet un peu arboriculture où on a souhaité conventionner avec des propriétaires pour rénover tout ce qui était verger abandonné. Mais là, c'est pareil, on est sur du temps long, c'est-à-dire quand on conventionne une ancienne oliveraie, c'est avant qu'elle soit remise en production, c'est généralement quelques années. Et là, maintenant, on a une problématique de développement de chiffre d'affaires, donc je pense qu'on va mettre de côté cette activité et se concentrer sur des activités un peu plus rentables jusqu'à qu'on puisse la mettre en place. Peut-être Léo, toi, tu veux parler du pôle service? Oui. Du coup, sur notre pôle service, on a un secteur, une équipe d'environ 10 personnes qui développe le service aux habitants dans la ville de Lodève. Alors, l'idée, ça va être de pouvoir proposer des petits services de tri, vidage d'affaires dans un garage, de pouvoir faire un accompagnement des personnes pour aller éventuellement faire leurs courses. Ça peut être du petit bricolage, comme monter, par exemple, une étagère ou un meuble. Voilà. L'idée, ça va être de rendre tous les petits services qui sont pas réalisés par des entreprises sur le territoire. La problématique, c'est vraiment de trouver cette espèce de limite à la complémentarité. Par exemple, quand on va intervenir chez les personnes, on est souvent à se retrouver à faire des choses que proposent les services d'aide à la personne. Ils intervenaient sur un modèle à l'heure. On s'est dit que peut-être qu'on pouvait proposer des services à la demi-heure, ce qui pourrait venir en complément de ces entreprises d'aide à la personne. Finalement, ils se disent qu'ils pourraient aussi passer des services à la demi-heure. Donc voilà, on est un peu constamment en train de redéfinir, voilà, est-ce qu'on peut faire ça, de valider, bon, on peut le faire, on peut pas le faire. Bon, finalement, c'est pas vraiment de la complémentarité, donc on va affiner, bon, voilà. Ça m'a l'air d'être le frein, c'est de trouver l'espace dans cette branche-là pour pouvoir vraiment communiquer dessus après à grande échelle, parce que donc on n'a pas vraiment défini ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire, et s'il faut le redéfinir et le faire valider à chaque nouvelle proposition, c'est un temps et une démarche un peu longue. Voilà. Et après, il y a aussi tout le cadre réglementaire de sécurité. Par exemple, dans cette petite mission, on nous a demandé des services pour changer une ampoule. Une personne âgée qui ne peut pas changer son ampoule.
Et pour pouvoir intervenir et changer une ampoule, il faut une habilitation électrique, il faut du matériel, il faut travailler en hauteur, il faut, voilà, du matériel, ça va un tapis, un casque, des gants, enfin voilà, il y a pour plus de 1 000 € d'investissement de matériel pour changer les ampoules. Donc, et deux formations à faire aux salariés avant. Donc voilà, c'est des freins, c'est des freins un peu constants. Tu parlais de tes activités, surtout axées transition écologique, autour de l'écomobilité, de la médiation animale et tout ça. Donc du coup, dans notre pôle service de proximité, donc voilà, il y a le service aux habitants que je viens de vous présenter. On a aussi une ferme pédagogique qui va faire des interventions avec des animaux, médiation animale, ou des interventions dans les écoles pour pouvoir voilà, présenter le cycle de la vie d'une poule, voilà, ce genre d'animation, on va dire. Et il travaille au sein d'un ITEP à gérer du coup tout un cheptel de chèvres, de lapins, de poules et de chevaux aussi. L'idée aussi, c'est de pouvoir monter des projets d'éco-pâturage, d'emmener les chèvres sur les bords des autoroutes, par exemple. Donc, leur proposer un périmètre dans lequel elles vont pouvoir paître et du coup, ça fait de l'éco-pâturage. Ça évite la tonte et ça, voilà, c'est une utilisation. Donc, voilà pour la ferme pédagogique. Ensuite, on va avoir un service d'écomobilité. L'objectif, ça va être de développer un service de transport à l'intérieur de la ville de Lodève, car pour l'instant, il n'y a pas de transport en commun. En tout cas, il y a une ligne qui traverse la ville, mais qui ne va pas forcément là où les gens souhaiteraient. Et les taxis ne le font pas, des services de transport de Lodève à Lodève. Donc ça, on a pu vérifier avec les taxis que c'était une complémentarité de leurs activités. Ça a été validé avec eux et donc du coup, on a pu partir là-dessus. L'idée, ça va être de développer du transport en écomobilité, donc soit avec des triporteurs, vélos triporteurs électriques. Là, on a investi dans une 2 chevaux avec l'idée de prolonger la durée de vie de la voiture plutôt que de partir sur l'achat d'un véhicule neuf. Donc voilà, puis ça fait un joli coup de com'. Et puis développer aussi le prêt de vélo, réfléchir à ça pour pouvoir circuler à l'ODEV avec des vélos qui seraient tout un parc de vélos qui serait mis à disposition. Et pour finir, le dernier, on a un secteur d'activité au niveau de l'accompagnement numérique. Qui va faire une permanence dans un petit lieu où voilà, la population peut venir pour demander une aide, une petite réparation, voilà. L'installation d'un logiciel ou d'une application sur le téléphone, apprendre à utiliser Zoom, par exemple, ça peut servir. Et l'idée aussi de pouvoir faire de l'accompagnement numérique chez les habitants. Pouvoir se déplacer pour aller installer une imprimante. Voilà. Pareil, tout service qu'un professionnel ne ferait pas et qui, des fois, répond à des besoins de la population. Peut-être de dire que nous, on a associé transition écologique avec transition sociale, dans le sens où voilà, c'est cette aide à la population qui est souvent un peu démunie devant certaines problématiques. Ça faisait partie, en fait. On a associé vraiment le côté social avec le côté écologique, même si on pourrait dire que l'aspect social fait partie de la transition écologique. Des fois, ça peut être intéressant de le préciser. Voilà. Et pour finir, on a le pôle compostage, mais qui, voilà, je vous en ai déjà un peu parlé, donc là, qui travaille en plein dans la transition écologique, l'éducation au tri des déchets, la gestion. Donc, voilà. Peut-être de dire, peut-être par rapport à ça, et globalement dans le service, un des freins, c'est la difficulté à aller chez les particuliers, parce qu'on va faire du porte-à-porte pour faire de l'accompagnement au geste du tri, et que ce n'est pas forcément quelque chose qui est facile pour les employés de devoir aller faire du porte-à-porte chez les gens pour se démarcher, mais pour proposer les services. J'aimerais rajouter une dernière chose par rapport à la difficulté qu'on entend souvent à travailler avec les entreprises d'insertion.
parce qu'il y a une espèce de un sentiment de concurrence des fois, ou voilà. En fait, nous, notre expérience, et j'aimerais la partager parce que je trouve que ça vaut le coup. Nous, on a été sollicité par le syndicat mixte pour faire du ramassage d'envol sur le centre d'enfouissement. C'était quand même un contrat relativement important, c'était un contrat à 10 000 euros. Euh, et on s'est dit, super, machin. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que dans la ville voisine, l'entreprise d'insertion, Croix-Rouge Insertion, faisait aussi ça, aux abords des rivières, du lac. Et en fait, je me suis dit, si on y va seul, voilà, on pourrait nous accuser de monopoliser le marché, etc. Et donc, j'ai appelé le responsable de cette entreprise d'insertion et je lui ai proposé qu'on aille sur ce marché à deux. C'est-à-dire, donc, je lui ai donné quelque part la moitié du marché. J'ai dit, est-ce que ça t'intéresse qu'on réponde à deux sur ce marché? Et donc, on a répondu à deux, ils ont pris 5 000 euros, nous aussi. Mais en fait, donc nous, quelque part, on a perdu la moitié du marché. Et ce qu'on a gagné, c'est on a gagné une confiance à partir de ce moment-là de pouvoir, et la possibilité de pouvoir travailler ensemble. Parce que jusqu'à là, il était assez méfiant du projet TZ. Euh, et à partir de ce moment-là, en fait, ça a complètement changé les relations entre cette entreprise d'insertion et nous. Et maintenant, voilà, on travaille vraiment en partenariat et quand il peut nous aider, nous absorber une partie de notre production maraîchère, il le fera. Voilà. Et sachant, donc, je pense que avec ce partenariat avec les entreprises d'insertion, je trouve que ça vaut le coup vraiment de faire un peu un premier pas vers eux. Euh, et pour qu'ils se sentent pas, parce qu'en fait, ils ont peur, en fait. Souvent, ils ont peur parce qu'ils ont peur qu'on va leur prendre du marché, etc. Alors qu'on peut travailler en partenariat, mais c'est vrai que ça implique un peu, comme on est arrivé après coup, ça implique que les entreprises à but d'emploi fassent un pas vers eux aussi, quoi. Voilà. C'est mon expérience. Complètement, Samuel. Merci beaucoup de ces partages parce qu'effectivement, c'est important d'insister sur ce fait que on est complémentaires et qu'il y a un intérêt en fait à participer peut-être de façon collective à la construction de solutions pour les personnes et pour le territoire. Marie-Laure, tu voulais aussi intervenir sur les activités transition écologique de l'EBE 58. Oui. Alors, dans la transition, effectivement, on a vraiment je crois que toutes nos activités, d'une manière ou d'une autre, elles sont en lien avec la transition ou sociale et socio-écologique. On a toute une partie, effectivement, de bûcheronnage où on fait ce qu'on appelle les affouages, c'est-à-dire qu'on coupe du bois qui est mis à disposition, enfin, qui est donné par les communes à leurs habitants. Et effectivement, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé puisque il y a jusqu'à 2 ans, on faisait à la fois des affouages et à la fois des coupes de bois pour les pros et parce qu'il y avait un vrai besoin sur le territoire dans le cadre de l'augmentation du coût de l'énergie, et ben, on a réorienté et donc on ne travaille plus pour les pros ou très peu, parce qu'il y avait beaucoup de demandes au niveau des personnes. On a effectivement une partie, j'en ai parlé tout à l'heure, maraîchage, et on a aussi toute une partie animation de jardin, une sorte de jardin pédagogique, on va dire ça comme ça, avec les jardins partagés, mais qu'on travaille, qui sert de support au centre social, et aux écoles aussi, où on reçoit, effectivement, on fait des animations diverses et variées. Voilà, donc ça, c'est vraiment en lien avec l'éducation. On a tout ce qui est service aux habitants, aux entreprises, aux collectivités, où on est plutôt sur une question d'intervention, effectivement, des fois en sous-traitance, mais aussi en aide au chantier. Quand je parlais tout à l'heure des fenêtres, c'est vraiment ça. Alors, plus le fait qu'on les a récupérées, mais au-delà de ça, c'était nous donner un coup de main pour qu'effectivement, ils puissent aller plus vite, etc., etc. Enfin bon, voilà, c'était un échange de bons procédés. Avec d'autres, on l'a fait aussi, même un petit peu la même façon, pour d'autres choses. Service aux habitants, bah, ça va effectivement de l'entretien du potager. On n'appelle pas ça potager à façon, on appelle ça entretien du potager. Mais ça va aussi au tri, à l'aide au tri, à l'aide à l'enlèvement, enfin voilà, plein de petites choses comme ça. On a une activité également de réparation et de vente de matériel d'occasion en motoculture.
qui est d'ailleurs qui se développe en termes de vente d'occasion, parce que ça, c'est vraiment quelque chose sur un territoire rural comme le nôtre. Le premier magasin est à 20 bornes, donc c'est un vrai besoin. Et puis après, on va dire qu'on attaque la partie en lien avec la ressourcerie, donc avec la création on a une ressourcerie qui fait 1000 m², généraliste, où on offre, on trouve à peu près tout ce qu'il faut, sauf des textiles, puisque l'association il y a une association Secours catholique qui s'occupe de toute la partie vêtements, donc on ne va pas dessus. Quand on en a, on leur donne. Par contre, on fait tout ce qui est mercerie, qu'ils ne font pas. Derrière sont accolés à cette ressourcerie les ateliers de rénovation, effectivement, de meubles, d'électro, donc l'informatique dont je vous ai parlé tout à l'heure, les vélos, mais aussi un atelier d'affûtage, parce qu'on avait quelqu'un qui savait affûter. Parce que c'est quand même une des particularités, je crois, dans l'expérimentation, c'est qu'il y a un enjeu majeur de travailler avec des gens en fonction aussi de leur appétence. Et donc, on a développé des tas d'activités parce qu'effectivement, il y avait des gens qui souhaitaient faire ces activités-là, qui avaient des compétences ou pas. Ce qui pose d'ailleurs la question, c'est comment ça se passe s'il y a une personne qui part en retraite, notamment. Il y en a un, le monsieur qui faisait de l'affûtage de couteaux, enfin voilà, il est parti en retraite. Bon, ça fait 1 an qu'il forme quelqu'un qui était intéressé pour apprendre. Voilà. Dans cette activité-là, on est en train vraiment de la finaliser, donc on est conventionné écomobilier, Cobaison, enfin tout ce qui va bien. Et de fait, on développe, on va professionnaliser, on va dire, nos activités de tri, que ce soit métaux, enfin bon, etc. Et développer en même temps ce qu'on appelle le comptoir des pièces détachées, qui va être qui est une quincaillerie. On a commencé déjà, où l'objet, ça va être de démonter tout ce qui est non utilisable et qu'on peut effectivement, ça va être la poignée qui va bien ou je sais pas, le pot de la cafetière qui n'est pas cassé, mais que le moteur est grillé. Enfin, je dis n'importe quoi, mais enfin, c'est vraiment cette idée-là. Et de pouvoir effectivement ouvrir quelque chose de plus spécifique, type quincaillerie, au sein de la ressourcerie. Et puis, à côté de ça, on a encore une dernière grosse activité qui a été le projet 2021, qui a été fait en partenariat donc, avec plein de gens, qui s'appelle la manufacture de Prémery. Et là, il est basé sur 3 types d'ateliers. On a un atelier de menuiserie qui produit du mobilier, on va dire, ou d'autres objets, parce qu'on a des composteurs, des poulaillers, enfin tout plein de choses comme ça. Alors, le plus possible à partir de matériaux de réemploi et plutôt effectivement dans une logique enfin, comment on va dire, quand on parle des composteurs, des poulaillers, des garde-manger, des hôtels à insectes, des nichoirs, des trucs à hérissons, enfin toutes ces choses-là. C'est vraiment en lien avec la biodiversité, avec effectivement l'écologie au sens plus large. Donc, dans cette activité manufacturière, il y a cette menuiserie, il y a ce qu'on appelle des ateliers création, où là, les salariés vont aussi bien faire effectivement les hôtels à insectes. Donc, c'est vraiment sorti de leur tête. Donc, vous avez des roues, vous avez des choses à partir des roues de vélo, enfin, il y a plein de trucs. Et donc, c'est eux qui créent, parce qu'on part du principe que la création est un élément fondamental pour donner du sens au travail. Et puis, un atelier numérique où là, on a une découpeuse laser, imprimante 3D, brodeuse numérique, enfin, voilà, qui sont aussi des outils de production pour nous sur des mini-séries et aussi ouverts au public pour la réalisation de projets. Donc, on accueille la conseillère numérique du territoire qui vient donner ses cours chez nous. Il y a des choses comme ça. Et pour ouvrir largement aux gens qui le souhaitent et aux entreprises. On travaille pas mal avec les entreprises sur des objets divers et variés faits avec nos machines. Voilà, et donc tout ça, effectivement, quand on cherche bien, enfin, on cherche bien, on n'a même pas forcément besoin de beaucoup chercher. C'est à la fois de l'utilité, mais c'est aussi récupérer. Moi, quand je parlais des EBE, c'est du réemploi. Parce qu'il y a le réemploi des hommes, mais il y a aussi le réemploi de la matière. Et enfin voilà, donc c'est vraiment, je pense que tout est en lien. Sur un territoire d'un instant, une EBE, elle se développe sur son territoire, dans son environnement, que ce soit en termes
termes d'espace, en termes de matières premières disponibles, des hommes, mais c'est vraiment dans son environnement et donc de fait, elle est vraiment, dans cette transition. Voilà. Merci Marie-Laure. Donc je retiens jusque-là effectivement qu'il y a un fil conducteur et donc c'est assez présent dans ce que vous nous racontez aujourd'hui, à savoir dans les cas de Sylvain quand il parlait de effectivement, si la transition écologique elle est présente dans le projet, c'est aussi parce qu'il y a des personnes, les personnes privées durablement d'emploi ou aujourd'hui salariées qui se mobilisent en fait et pour qui c'est aussi un sujet important. Idem dans le cas de ce que tu nous racontes Marie-Laure, ben voilà, si les activités se développent, c'est aussi parce que au sein du projet, on parle de partir des connaissances des personnes voilà, pour pouvoir identifier les activités utiles du territoire. Donc également, on l'a senti sur ce qu'on nous a raconté à nos devs. J'aurais juste une dernière question peut-être à vous poser avant d'ouvrir la parole aux questions, qui est plus en lien, parce que jusque-là, on a parlé de ce que le projet Territoire zéro chômeur de longue durée a pu mettre au profit du développement d'une politique de transition écologique au niveau territorial. Et je pense qu'il y a une double question dans ma question. La première, ce serait, et finalement, qu'est-ce que cette transition écologique vient apporter au projet et à ce que vous faites au niveau territorial, au niveau des personnes, au niveau des activités, mais aussi est-ce que justement le fait de travailler sur la question de la transition écologique a permis à vos territoires et à vos projets de profiter des soutiens particuliers, j'en sais un, je pense à des soutiens en termes d'ingénierie ou des trucs dans le genre. On l'évoquait un peu quelque part au début, mais là, de façon plus concrète, est-ce que si moi, je m'oriente vers des activités en lien avec la transition écologique, et est-ce qu'il y a plus de possibilités de peut-être arriver à débloquer des financements, etc., ou pas du tout? Voilà, ça serait mes deux dernières questions avant de donner la parole à tous ceux qui veulent peut-être intervenir également. Je peux peut-être commencer là. Alors oui, c'est clair que pour débloquer des financements, il ne faut pas se leurrer. Ça fait partie effectivement des éléments clés, on va dire. Si vous avez un projet, essayez de le faire, essayez de le présenter de telle manière que il ne faut pas se le cacher, c'est un élément clé pour accéder à des financements. Alors nous, on n'a pas eu spécifiquement d'ingénierie, enfin pas encore, ça viendra peut-être. Mais en termes d'investissement, en termes de moyens, c'est évident que ça a un impact considérable. En termes de facilité. En plus, effectivement, entreprise de l'ESS et activité de transition écologique, ça, voilà, on a les deux points gagnants presque au départ. Après, sur ce que tu disais, dans ce que ça a permis, on est en train de bosser avec des chercheurs sur la question du pouvoir d'agir. Parce que effectivement, du pouvoir d'agir des gens. Les gens avec qui on bossait, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils ont expérimenté des tas de choses pour dépenser moins d'argent. Parce que quand on n'a pas beaucoup de sous, ben forcément, on est économe et il faut pas voilà, comment on fait pour. Et quand on les met en position de travailler effectivement sur des activités de transition, ils ont de l'expérience. Et en même temps, c'est aussi mettre en lumière ce qu'ils ont appris à faire. Alors, plutôt souvent sous forme contrainte, mais pas que. Et de fait, il y a une question, on leur donne le pouvoir d'agir sur leur environnement et d'être aussi démonstrateurs. Donc, en termes de, j'allais dire, de fierté, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça fierté, mais en tout cas, ça donne du sens à leur travail et au pourquoi voilà, du sens. Ouais, ça donne du sens et je pense que c'est très, très important pour des gens qui ont pu être privés d'emploi pendant longtemps, que effectivement
On va pas juste chercher leurs compétences de, je sais pas, de soudeur, ou de magasinier ou de maraîcher, mais on va aussi chercher une expérience de vie et des savoir-faire qui sont très utiles pour tous et dans le cadre de la transition écologique. J'ai répondu à ta question? Ouais, c'est bon. Je pense que c'est très bien. Merci beaucoup. J'aimerais plaidoyer complètement avec ce que Marie-Laure a dit par rapport à tout ce qu'elle a dit. Mais, et vraiment de dire que c'est un peu comme si toute l'entreprise et tous les employés ont l'impression de participer à un enjeu de société, en fait, et qui sont acteurs dans cet enjeu de société. Et c'est vrai que ça, je pense que ça crée une motivation. Juste de le nommer, parce que je pense que la plupart des EBE travaillent dessus, mais c'est vrai que de le poser, de le nommer, en fait, ça permet à chacun d'avoir l'impression d'agir à son niveau sur une problématique de société. Et je vois ici, à l'ODEV, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui se retrouvent sans emploi parce qu'ils ne se retrouvent plus dans la société non plus de consommation. En fait, ils veulent quelque chose de différent. Et donc, en fait, quand on propose quelque chose de différent, on sent que là, il y a vraiment une motivation, un renouveau de motivation chez les gens. Et c'est vrai que je pense que ça explique aussi l'engouement qu'on a eu pour notre entreprise, parce que là, on a, je sais pas, plus de 150 employés là maintenant, mais il y a aussi une liste de mobilisation avec près de 130 personnes dessus, 140 qui attendent de pouvoir rentrer. Bon, nous, on freine un peu des cas de fer parce que on n'a pas la possibilité d'accueillir. Voilà, il faut qu'on aille doucement maintenant parce qu'il faut pérenniser le modèle économique aussi. Mais, euh, mais en fait, on se rend compte que vraiment, oui, voilà, on répond à un besoin de sens en fait. Moi, je pourrais ajouter un petit retour d'expérience au sein de l'équipe qui travaille sur le développement des actions de compostage et de tri. Donc, ils sont 10. On avait 4 personnes qui ont fait partie du groupe de citoyens qui ont porté le projet depuis le tout début. Et dans ces 4 personnes, on avait 3 bénévoles qui étaient déjà bénévoles du compost. Ils étaient bénévoles référents de site d'un site de compostage. Et donc, dans le projet, eux, ils se sont trouvés tout de suite à la place de se dire, on va pouvoir continuer à faire ce qu'on fait, mais en mieux et aller plus loin dans nos actions de bénévolat. Et en plus, en étant salarié. Donc ça, c'est le premier apport de la transition écologique au projet au sein des personnes. Et la deuxième chose, du coup, on a 6 personnes dans l'équipe qui, en entrant à l'EBE, n'étaient pas spécialement sensibilisées à la gestion des déchets et au compostage. Et après un cursus de formation un peu en interne et aussi en externe, on les fait tous passer au niveau guide composteur de référencement de l'ADEME. Du coup, ça les implique, ce temps de formation les implique vraiment, les sensibilise dans les missions qu'ils vont avoir à mener après auprès de la population, et ça crée une réelle dynamique. Voilà, ça crée vraiment un souhait après de vouloir aller être ambassadeur de cette parole de comment trier, où est-ce que vont nos déchets après, pourquoi c'est important du coup de trier. Voilà. Donc ce côté action de la transition écologique avec de la formation qui va vraiment mobiliser les équipes à aller ensuite être moteur sur le territoire, quoi. De dire une de nos formations obligatoires, c'est la visite du centre d'enfouissement du coin. Ça, pour sensibiliser la population ou les équipes, c'est pas mal. D'accord. Sylvain? Oui, alors effectivement, le pouvoir d'agir, merci Marie-Laure, c'est un terme qui est tellement, tellement juste, tellement puissant. Quand on a été privé d'emploi pendant longtemps, qu'on a l'impression de servir à rien, là où on a envie d'aider son prochain, parce qu'il suffit de demander pour avoir toutes les mains qui se lèvent pour aller donner un coup de main pour aider. Du jour au lendemain, on se retrouve dans une posture de salarié à qui on donne le pouvoir d'agir.
à qui on donne la capacité de pouvoir purger ses frustrations personnelles, de ne pas pouvoir partager ça. Et là, d'un seul coup, on se dit, bah oui, en fait, je peux faire des choses pour la société. Je sais pas, vous avez dû entendre ce matin l'Oxfam qui a émis un rapport sur la consommation des plus riches parmi les populations les plus pauvres. Et on connaît ces déséquilibres-là, mais on les retrouve au quotidien pour les gens qui vivent très, très modestement parce qu'ils n'ont pas de revenus ou très, très peu de revenus et qui, comme on le disait tout à l'heure, peuvent développer des systèmes de survie en ayant une poule, en ayant son petit coin de potager, en se débrouillant, en troquant avec le voisin des choses, etc., en récupérant, en rénovant, bref, et ben, toutes ces choses qui ont pu être développées par les uns ou par les autres, et bien, finalement, quand on leur laisse cette tribune-là, cet espace-là pour pouvoir mettre en œuvre, et bien, ça prend du sens. Alors, je pense que c'est là aussi une transition pour chacune des personnes, en plus de la transition pour l'ensemble du territoire ou de la société. Mais en tout cas, ça nourrit vraiment le projet dans ce sens-là. Et je trouve que c'est une double locomotive finalement, la transition écologique, la transition sociale. Enfin, ça mène ensemble sur le projet, quoi. Eh ben, très bien, merci beaucoup donc de votre participation. Désormais, donc voilà, l'espace aux questions est ouvert. Alors, si vous voulez poser une question, je vous propose de lever la main et ouvrir votre micro directement. Alors, oui. Oui, bonjour. Par Ah, rapport à l'aide, vous m'entendez? Ouais. Vous m'entendez? Ouais. Par rapport à l'aide au chantier dont il a été question et le lien et de l'activité de prestation avec les compagnons bâtisseurs, savoir quelle est la nature exacte de ces prestations et comment ça s'organise, ceux qui en ont eu l'expérience. Merci. Peut-être de préciser qu'il y a une équipe qui est quand même qui a des compétences assez importantes en éco-construction et ils se demandent comment les faire les manifester. Alors, pour vous répondre, on est vraiment encore au niveau précurseur, enfin, préliminaire de ce dossier-là. On a actuellement la communauté de communes qui est impliquée chez nous sur le sujet. Je pourrais vous en dire plus directement par un contact direct. Là, actuellement, j'ai pas toutes les données précises, donc on va pas monopoliser la parole complètement dessus. Simplement, il se pose des questions très, très pratiques. Par exemple, on est sur un logement qui appartient d'ailleurs à une salariée de l'EBE aujourd'hui, qui est dans des conditions de vie très, très insalubres et qui a engagé des travaux. Donc, il y a eu des histoires de financement à trouver. Et quand bien même on trouve des bouts de financement, ça reste encore très, très difficile. Donc, les compagnons bâtisseurs participent à ce projet-là en apportant des compétences, des personnes qui œuvrent, mais ils ne font pas tout. Par exemple, le fait de déblayer les gravats ou de faire la démolition d'un mur avant de le reconstruire, ils sont pas forcément présents dans ces moments-là. Ou quand il s'agit d'aller faire quelques tours à la déchetterie avec des gravats, trouver une remorque ou des petites missions comme ça, finalement, c'est pas forcément les compagnons bâtisseurs qui sont là dans ces moments-là, puisqu'ils s'appuient aussi sur du chantier collectif. Et à ces endroits-là, on peut trouver des interstices sur lesquels bah, il n'y a pas forcément la possibilité d'embaucher au prix fort des, des artisans locaux pour faire ce genre de mission-là. Et donc, voilà, sous la base d'une prescription, on peut aussi apporter, et le BE peut apporter des solutions. merci. D'autres questions? Eh bien, moi, j'avais une question pour vous tous. J'ai entendu Marie-Laure parler d'un travail de recherche qui était en cours sur les territoires.
Et je m'interrogeais justement sur comment est-ce que vous travaillez, est-ce que c'est prévu, c'est un cours, ça viendra. Cette question de pouvoir analyser l'impact du projet, voilà. En matière de transition écologique sur les territoires, auprès des personnes, voilà, tout ce que vous racontez parle et témoigne d'une transformation territoriale qui est très forte. Et donc, je m'interrogeais sur voilà, comment cette question est suivie et comment finalement pouvoir les valoriser davantage. Alors, On peut prendre la question de Véronique et comme ça, on fait les deux questions en même temps, si ça vous va. Véronique? J'arrive. Oui, merci d'abord infiniment. Alors moi d'où je parle, je suis à la fois sociologue. D'un côté de ma vie, j'accompagne des entreprises dans les transformations variées qu'ils peuvent avoir à vivre. Et de l'autre côté, je crée depuis 3 ans un lieu ressources éco-construit dans le parc du Morvan. Donc tout ce qui est entreprise à but d'emploi de la Nièvre m'intéresse fort, parce que je suis vraiment à la confluence de la Saône-et-Loire, de la Côte d'Or et de la Nièvre. Et voilà, j'ai suivi du coup de près la création des EBE qui sont en cours et en train de créer leurs activités. Donc, alors, bien sûr, moi, tout ce qui est pouvoir d'agir me parle énormément. Je trouve ça tellement fabuleux de ne plus être ceux à qui on donne, mais de être ceux qui donnent, qui transmettent, qui ont appris. Enfin voilà, tout ce que vous me dites me convainc du cercle vertueux, voilà, même ceux qui ne sont pas convaincus au départ, mais qui, grâce à la formation, vont pouvoir à leur tour aller convaincre les personnes. Enfin, voilà, c'est une telle chaîne de connaissances et d'actions et de retrouver, bien sûr, du pouvoir d'agir et d'être acteur. Hein, c'est fabuleux. Moi, je m'interroge du coup sur dans la Nièvre, par exemple, parce que c'est le territoire qui me concerne, mais de quelle façon les entreprises à but d'emploi collaborent-elles? Alors aussi pour faire moi de l'intelligence collective par ailleurs, mais voilà, de quelle façon il y a, voilà, s'il y a des problématiques, moi si j'ai des idées et je vois bien qu'il y a pas c'est pas des idées qui manquent, mais du coup si j'ai une idée à soumettre, du coup de quelle façon la Nièvre par exemple s'en saisit et est-ce que les différentes EBE discutent ensemble et elles font pas toutes la même chose bien sûr et elles sont j'imagine complémentaires, hein. Et j'ai entendu beaucoup parler dans les thématiques de tout ce qui est alimentation. Dans les sujets qui me grattent très fort, hein, il y a tout ce qui est alimentation par les plantes. Je pense qu'on a perdu toute une connaissance d'alimentation par les plantes sauvages, hein, alors qu'on a des garde-manger à portée de main, notamment dans le parc du Morvan, qui suffiraient de se servir, mais finalement qu'on a perdu à la fois la capacité de faire, la connaissance de faire, hein, voire le désir de faire, le fait d'aller cueillir des racines, cueillir des plantes étant plutôt quelque chose voilà, de réellement lié à la pauvreté, que du coup, en fait, on a beaucoup de mal à se réapproprier. Enfin, ça, c'est des sociologues, pas moi pour le coup, qui a étudié ça, qui font que les pauvres, avant tout, se sont profondément détachés du fait d'aller cueillir des plantes sauvages, etc. Et je pense qu'il y a vraiment un savoir à se réapproprier et des choses à nouveau à transmettre. Je ne sais pas s'il y a des sujets, notamment sur cette thématique-là, qui naissent dans les différents territoires. Alors, je vais peut-être essayer de répondre au moins à la... Après, Victoria, on verra. Mais pour ce qui est effectivement dans la Nièvre, alors on a créé un collectif, hein, le réseau qui s'appelle la Grappe, hein, qui va être le réseau des entreprises à but d'emploi de la Nièvre. Donc l'association, elle est voilà, elle est plus qu'en gestation même, hein. Mais en l'occurrence, on prend l'habitude, on se voit très régulièrement, on travaille ensemble. Pour donner une idée, on va faire un gros chantier de déconstruction qui va alimenter effectivement, on l'espère, une matériothèque. Alors, je ne sais pas comment on va se partager les choses, mais en tout cas, on va le faire tous ensemble pour récupérer le maximum de choses possibles. Pour la question des plantes, et c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne peut mettre en œuvre dans une EBE, me semble-t-il en tout cas, que des activités pour lesquelles les gens ont des compétences. Or, effectivement, et vous le dites très très bien, il n'y a plus ces compétences-là disponibles facilement.
Donc, ça peut peut-être être effectivement une personne ressource. Et je crois que c'est important, c'est que les EBE sont suffisamment ouvertes pour que toutes les personnes qui ont des compétences particulières ou qui ont envie de transmettre dans nos territoires ruraux et parfois assez, où la population est assez âgée, dirons-nous, il y a quand même des compétences qui sont intéressantes à transmettre et c'est important qu'ils puissent se manifester pour que ça puisse se, se perpétuer. Voilà, dans un cadre assez bien calé et tout. Je pense que j'ai à peu près voilà, vu ce qu'il y avait. Victoria, la difficulté, c'est très difficile sur la question de la recherche et sur l'impact. Je pense qu'effectivement, c'est essentiel, que ça doit être fait de manière claire et il y a déjà des tas de choses qui existent. Maintenant, effectivement, peut-être que les territoires, c'est le rôle normalement du comité local que de s'approprier et de les différents éléments qui permettent de dire qu'est-ce qui se passe. Mais en l'occurrence, chez nous, ça, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. Merci. Sylvain ou Samuel, sur cette question d'impact, avant de donner la parole à Monsieur Jean-Marie Bergère pour poser sa question. Oui, au niveau indicateur, je pense qu'on n'est pas super bon en ce moment. Je crois qu'on n'est pas, ça n'a pas été notre première priorité. La première priorité, ça a été monter l'entreprise. Maintenant, c'est le côté économique. Mais quand même, on hérite d'indicateurs depuis notre atelier de ressourcerie qui a, comme toute ressourcerie, pèse tout ce qui arrive. Donc, en fait, on a un tonnage de déchets détournés. Donc, ça, c'est un indicateur qu'on communique. On a un tonnage maintenant de légumes bio fournis aux collectivités, aux cuisines collectives locales. Mais c'est vrai que bon, on a une newsletter qu'on distribue régulièrement, mais c'est vrai que on doit faire un travail de rassembler tous ces indicateurs pour pouvoir communiquer avec. Moi, j'ajouterais sur le projet en partenariat avec la communauté de communes sur le développement du tri à la source des biodéchets. Pour développer ce projet, ils se sont appuyés sur une étude du syndicat de gestion des déchets du territoire, le syndicat Centrero. Donc, on a un diagnostic de base avec la proportion de biodéchets dans une poubelle, la proportion de déchets qui auraient pu aller au tri, qui se retrouvent encore dans la poubelle grise, voilà, en fonction des territoires. Donc, on voit sur le lot des Voies-Larzac une moyenne une classification, en gros, des déchets. Et il est prévu que cette étude soit renouvelée dans 3 ans. Donc là, on aura une véritable vision de est-ce que voilà, on a réussi à avoir un impact sur la mise en place du tri et l'amélioration, on va dire, des gestes de tri sur le territoire. Et on verra aussi par rapport aux autres territoires qui composent ce syndicat de gestion des déchets. Donc, il y a 3 collectivités, 3 communautés de communes. Donc, on verra est-ce que l'EDF, qui actuellement est un peu en retard, a pu rattraper son retard, voire même faire mieux que ça, peut-être. D'accord. Sylvain, veux-tu rajouter quelque chose ou on passe directement à la dernière question? Non, on n'en est pas là, nous, encore, dans l'évaluation. Ça viendra plus tard. Voilà. Merci. Alors, Monsieur Jean-Marie Bergère. Oui, bonjour et d'abord merci de me passer la parole, mais aussi la richesse des témoignages extrêmement concrets sur la diversité des activités elles-mêmes très opérationnelles qui sont présentées. C'est vraiment très riche. Ma question est assez simple. Je me suis interrogé au long des présentations sur la façon dont se combinaient, s'articulaient, je sais pas quel mot employer, lorsqu'il y a des arbitrages, des partenariats à nouer, des complémentarités à établir,
comment s'arbitraient les choses comment se combinait l'activité du comité local pour l'emploi et de la direction de l'EBE. On a peu abordé, alors ma question est plus institutionnelle, hein, pardon, mais on n'a pas abordé cette question-là. Il y a 3 témoignages, 3 territoires. J'avais envie de savoir un petit peu comment, c'est pas une répartition des rôles, hein, c'est plus comment les choses se nouent, parce que on est vraiment là au cœur de ce qui définit notamment aussi l'activité du CLE, quoi. Merci. Côté Trièves, alors, de manière générale, ces projets-là, ce projet Territoire zéro chômeur, il s'articule avec, effectivement, vous l'avez dit, le CLE et le BE. Même si on doit les distinguer les deux parce qu'elles ont chacun un rôle différent, en réalité, l'EBE fait aussi partie du CLE et elle fait partie de cette expérimentation. En fait, les deux sont intimement liés et quand on travaille sur des activités nouvelles, on peut avoir différentes provenances, c'est-à-dire que l'idée de l'activité, elle peut provenir du territoire lui-même avec quelqu'un qui vient vous dire mais j'aimerais développer ça, est-ce que c'est possible? Ça peut venir des salariés de l'EBE qui se disent bah, nous, on a expérimenté ça et au contact de nos clients ou parce qu'on a déjà eu telle idée, bah, finalement, ça nous en a apporté une nouvelle, ou ça peut venir d'ailleurs encore. Mais ça, c'est l'origine des idées. Et après, elles sont travaillées par le comité local pour l'emploi dont c'est la responsabilité et avec le BE qui, encore une fois, fait partie du comité local et qui participe aussi aux travaux, aux réflexions et à la faisabilité, on va dire, de l'activité in fine, quoi. Donc, et puis, on part aussi beaucoup des envies des personnes. Donc, on ne va jamais imposer une idée qui deviendrait, elle est peut-être très, très tangible pour le territoire, mais elle peut être hors sol pour les personnes de l'EBE ou inversement. Et donc, il y a vraiment nécessité de rejoindre les deux en permanence. Allez-y. Oui, du côté LODEV, en fait, pour l'instant, ça a été relativement facile parce que ça a été des activités qu'on a travaillées ensemble. On a travaillé ensemble, on a présenté, on a discuté dans la commission d'activité, voilà, pour que ça passe, pour que ça ne pose pas de problème. On s'est retiré de certaines activités parce qu'il y avait déjà Croix-Rouge Insertion, par exemple, qui faisait de l'entretien des rivières. On ne s'est pas positionné dessus. Donc, pour l'instant, ça a été assez fluide à ce niveau-là. On n'a eu qu'une situation un peu complexe où, en fait, il y avait une personne qui faisait du design textile upcyclé dans la ville. Et en fait, nous, quand on a commencé à faire des accessoires, elle nous a dit, elle s'est plainte au CLE en disant ben non, s'il y a du design dans tout ce qui est création textile, il y a du design, donc vous ne pouvez pas y aller seul, il faut que vous soyez soit en partenariat avec moi, machin. Quand on a essayé d'être en partenariat avec elle, ça n'a pas marché, il y a eu des tensions entre personnes. Et donc, en fait, au final, le CLE, comme nous, on était bloqués, mais elle ne faisait pas une production sur le territoire non plus. En fait, on a fait appel à la Chambre des métiers. Donc, on a fait la demande à la Chambre des métiers de venir, on va dire, départager la situation ou essayer de faire un arbitrage sur la situation pour débloquer la situation. Parce que là, tout le monde était bloqué. C'était dommage parce que la ville, elle nous sollicitait, l'Office du tourisme nous sollicitait, mais on ne pouvait pas y répondre parce que, voilà, il y avait cette situation. Donc, voilà. Nous, la seule situation, on va dire, de conflit, entre guillemets, qu'on a eu, le CLE a fait appel à la Chambre des métiers pour essayer d'aider à départager on va dire, avec une approche très constructive, c'est-à-dire de se dire qu'il y a de la place pour tout le monde. En fait. Alors, sur Prémery, c'est le comité local a été. Enfin, moi, j'ai été chef de projet avant d'être directrice de l'OBE, chef de projet Territoire zéro chômeur. Et donc, tout le travail qui a été mené dans le cadre du dossier d'habilitation, finalement, on ne met en activité que ce qui a été travaillé à ce moment-là, qui avait été réfléchi avec le comité de développement, avec les entrepreneurs locaux. Enfin voilà, donc on s'est peu éloigné il y avait beaucoup d'activités potentielles, hein, il faut le dire quand même, mais on s'est peu éloigné. Alors,
il se trouve qu'en ce moment, notre CLE est un peu, il y a eu des changements de personnes, donc c'était un petit peu compliqué. Mais on est de toute façon au niveau du conseil d'administration de l'EBE, il y a des entreprises locales, il y a des clients, bien évidemment, il y a des élus, il y a des salariés. Et de fait, toutes les activités qu'on peut développer, elles sont validées par le conseil d'administration de BE. Et après, effectivement, elles vont au niveau du comité local, puisque c'est quand même le BE qui… Alors moi, j'ai l'habitude de dire que le BE est devenu une entreprise de territoire. Elle sert de support à pas mal de choses, elle permet de répondre à des problématiques particulières. En tout cas, entre CLE et EBE, je dirais que c'est ce que disait, je ne sais plus si c'est Sylvain, oui c'est Sylvain je crois, qui disait qu'effectivement on est partie prenante de cette expérimentation CLE et EBE. Et en même temps, chez nous, en tout cas, on retrouve les mêmes acteurs au conseil, enfin, c'est pas les mêmes personnes, mais c'est des acteurs similaires dans les deux structures. Et de fait, les préoccupations sont partagées. Et les arbitrages, on a eu pas vraiment de soucis. Il y a pu y avoir au tout début de notre implantation, puisque nous, on fait partie des vieux de la vieille, on va dire ça comme ça, des entrepreneurs qui disaient oula, 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 ils vont nous faire concurrence. Et puis finalement, on se rend bien compte que bah non, parce qu'on y va, ou on n'y va pas, ou on y va sur prescription dans des cas très particuliers quand les gens sont en grande difficulté. Et que effectivement, on n'a aucune raison les uns les autres de se… Enfin, il y a de la place vraiment pour tout le monde. Je crois, Sylvain le disait aussi, il y a vraiment de la place pour tout le monde. Eh ben, très bien. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Ce serait la dernière pour rentrer un peu dans le temps. Et sinon, moi, ce que je voulais encore une fois, voilà, vous remercier pour les témoignages et les partages aujourd'hui. Je pense que c'est les débuts voilà, d'une longue réflexion, je pense, qui sera portée tout au long de 2024 à ces sujets. Et avant peut-être de donner la parole à Timothée, si tu veux dire un mot pour fermer, je vous mets dans la boîte de dialogue un lien vers une base de données qu'on a constituée. Et là, cette base de données vous amène vers des liens, vers des publications qui traitent en fait justement de cette question entre la transition écologique et le droit à l'emploi, où il y a le projet qui est abordé comme un exemple, où c'est l'analyse sur un territoire, comme c'est le cas de Prémery, je pense beaucoup. Là, il y a le lien vers les travaux de Dany Lapostole, qui a beaucoup travaillé et qui travaille toujours sur les territoires. Entre autres, publication à laquelle on a participé pour continuer à nourrir cette réflexion. Donc, Timothée. Oui, pardon, je mettais mon micro. Merci beaucoup. Non, j'ai pas grand-chose à dire. C'était très riche. Et c'était très riche. Et vous remercier surtout de la qualité de vos interventions. Et puis dire qu'évidemment, ça va appeler de nouvelles réflexions. Voilà. Donc, c'est surtout ça. Enfin, j'ai rien de particulier à ajouter. C'était très riche. C'est très difficile de conclure des séminaires comme ça, aussi denses. Donc, je ne m'y risquerai pas, si ce n'est en vous remerciant. Voilà. Et puis dire que ça appellera surtout de nouveaux développements. Voilà, et encore merci. Eh bien, merci à toutes et tous. N'oubliez pas de répondre aussi au questionnaire qu'on vous a envoyé s'il y a un sujet en particulier que vous souhaiteriez aborder. Peut-être aussi, n'hésitez pas à proposer le cadre, comment, avec qui, voilà. Et avec plaisir pour le co-construire ensemble. Donc, merci à toutes et tous et une belle journée. Et j'espère à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.